je voudrais très vite vous présenter les co-auteurs, et à ma gauche, immédiatement, Xavier Nosse. Alors, je ne veux pas... Son CV est long comme... enfin, aussi étendu que la carte de la francophonie. Hein. Si je dis Boston, New York, où il est en poste, si je dis Rome, Londres, il est en poste aussi, ce qui est d'ailleurs intéressant pour celui qui deviendra délégué général à la langue française et aux langues de France, qu'il a été longtemps, directeur de la coopération culturelle au Quai d'Orsay, et aujourd'hui, il est inspecteur général des affaires culturelles, encore, hein, ou presque. Hein, presque. Et ce qui est intéressant, enfin, je veux dire, et pour nous, c'est que aussi bien Paul de Sinetti que Xavier sont des gens qui sont entre le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Donc, ils sont bien entre ce que devraient être les deux grandes tutelles, ce qu'elles devraient être. Donc, ils ont co-rédigé ce rapport commandé par le ministre, et on aura l'occasion bien sûr de l'évoquer. Quant à Paul de Sinetti, directeur du livre à l'Institut français, qui a été conseiller culturel à Rabat, ou conseiller culturel adjoint, je crois, à Rabat, qui a été commissaire général à l'invitation de la France à la Foire du Livre de Francfort, mais en 2017, où la langue française et la francophonie étaient à l'honneur. Bref, deux hommes, deux co-auteurs qui sont au cœur de ces problématiques de la francophonie et qu'ils ont, je dirais presque doublement traversées en étant à la fois et théoriciens et praticiens. C'est ce qui est tout à fait intéressant. Alors bien sûr, ce rapport est attendu, était très attendu. Madame la ministre, qui est donc venue pour la deuxième fois en 2 ans au festival, s'en est très largement inspirée pour faire ses propositions, et c'était le but, ses propositions pour une nouvelle horizon, une nouvelle politique de la francophonie. Et donc, nous avons presque, je crois savoir, pas en avant-première, mais presque en exclusivité, mais plutôt avant-première, puisque le rapport est en ligne, mais d'avoir la chance d'avoir les auteurs présents. Donc, ce que je propose, c'est que peut-être Xavier ou Paul, vous nous présentiez quand même les grandes lignes du rapport, mais ça peut être à la fois une conversation entre nous, mais une conversation avec vous également. Donc, Xavier ou Paul, oui, vous avez chacun un micro. Oui, il marche. Merci beaucoup Alain et merci de cette invitation qui clôt quelques semaines, quelques mois de réflexion avec Paul, une réflexion qui nous a été confiée par la ministre au mois de janvier, si mes souvenirs sont bons, fin janvier. Alors, février. Le titre du rapport est peut-être un peu trompeur. Il s'intitule « La promotion en France des créateurs et des auteurs issus des mondes francophones ». On pourrait penser que sous un titre pareil, on englobe un sujet immense, parce que les auteurs, ce sont aussi les écrivains, les créateurs, peut-être aussi des plasticiens. Et en réalité, nous avons souhaité dès le départ, et à vrai dire, quand on rappelle les circonstances dans lesquelles cette mission nous a été confiée, on en comprend très vite les raisons. Nous avons souhaité faire une restriction de champ sur les arts de la scène, donc sur les auteurs et les créateurs dans le domaine des arts de la scène. Les mots artiste, créateur auraient pu s'appliquer à la littérature, aux arts plastiques, au cinéma. Mais nous avons fait porter notre réflexion sur l'univers du théâtre, sans pour autant exclure la danse, mais la danse, à vrai dire, posait moins de problèmes, parce qu'elle est mieux représentée peut-être en France
je veux dire, les danseurs, les chorégraphes issus des mondes francophones sont mieux représentés, peut-être, ou plus présents sur les scènes françaises que les auteurs dramatiques. Alors, l'autre choix que nous avons fait, car nous avons dû faire des choix, vous le comprenez, a consisté à faire l'inverse pour la francophonie, c'est-à-dire non pas à faire une restriction de champ, mais à faire une extension de champ, et à prendre le terme francophone dans son sens le plus large du terme, en lui donnant une acception extensive. D'abord, en évitant de parler de francophonie, autant que faire se peut, ça c'est Paul qui a beaucoup insisté là-dessus, et en utilisant le mot comme un adjectif. Donc dès le titre du rapport, vous voyez, on parle des mondes francophones, on ne parle pas de la francophonie. Ceci pour éviter évidemment une confusion avec la francophonie institutionnelle, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais on a déjà dit un certain nombre de choses dans la table ronde qui nous a précédés. Mais aussi pour appliquer l'adjectif à tout créateur venu d'un ailleurs, défini arbitrairement comme extérieur à l'hexagone, dès lors que ce créateur fait de la langue française le matériau ou le vecteur d'une création. C'est la définition qu'on a donnée un peu arbitrairement à l'adjectif francophone. Alors, ça englobe évidemment des créateurs qui, sans être de langue maternelle française, ont choisi de construire leur œuvre en français, qu'ils soient ou non originaires d'un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis ça englobe aussi des artistes qui, sans pour autant s'exprimer dans cette langue, effectuent un travail de création dans une relation forte au français ou à la France. Puisque la francophonie se définit de plus en plus aujourd'hui comme un régime linguistique qui fait coexister le français avec une ou plusieurs langues. Donc une langue de dialogue. Et alors cette définition extensive avait un avantage pour nous qui était celui d'englober les créateurs ultramarins qui pouvaient parfaitement répondre à cette définition. Et nous souhaitions parler des créateurs ultramarins. La ministre nous avait incité à le faire. Créateurs ultramarins qui ne sont pas toujours considérés comme des francophones, justement. On ouvre une catégorie comme si il fallait leur réserver un traitement en propre. Donc les artistes venus des territoires ultramarins, et puis on a été jusqu'à dire ou jusqu'à écrire, mais sans pouvoir pousser la réflexion encore trop loin, que cette définition, en réalité, pouvait aussi s'appliquer à un nombre de créateurs nés en France et résidant en France, mais d'origine plus ou moins lointainement étrangère, par exemple les immigrés de deuxième ou troisième génération, et qu'une juste appréhension des réalités sociales, culturelles de notre pays, aujourd'hui, devait conduire à les considérer peut-être, ces créateurs, comme les premiers des francophones. Qu'est-ce qui nous a fait? C'est Moïse Touré, je crois, qui nous a fait cette remarque en disant, au fond, les premiers des francophones, c'est peut-être des créateurs issus de nos banlieues, immigrés de première ou deuxième génération, puisqu'après tout, ils sont pour la plupart originaires de pays anciennement colonisés par la France. Alors, il reste évidemment que la question de la diffusion de leur spectacle ne se pose pas de la même manière, puisqu'ils ne viennent pas d'un ailleurs et ils n'ont pas à pâtir dans l'Hexagone de l'éloignement géographique. Alors, cette double observation que je viens de faire, et je la fais pour ouvrir le débat, Alain, est peut-être intéressante parce que elle nous a, appelé à moi, elle nous a incité à constater que la question de la francophonie dans le domaine du spectacle vivant recoupait deux autres grandes problématiques. D'abord celle des relations que la France entretient avec son ancien empire colonial, et la plupart des créateurs dont il est question dans ce rapport proviennent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb ou des Antilles, du monde Caraïbe, d'une part, et une deuxième problématique, une autre problématique qui est d'une extraordinaire actualité aussi, celle de la diversité ethnique, culturelle,
Et le pari que nous avons fait, qui sous-tend ce rapport, c'est que, mais évidemment on peut le contester ce pari, c'est que poser la question de la francophonie dans le champ de la culture offre peut-être une occasion de traiter ces deux problématiques très sensibles et tout à fait cruciales aujourd'hui, et de leur apporter à l'une comme à l'autre des réponses, mais peut-être des réponses indirectes et peut-être plus efficaces en un sens. Mais on peut en débattre. Et peut-être aurons-nous aujourd'hui l'occasion d'en débattre. Mais évidemment, la question de la francophonie ne se confond pas tout à fait avec elle, puisque la question de la langue y est par définition centrale. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu, et ce qui est un peu l'arrière-plan de ce rapport et les choix que nous avons effectués. Donc, une restriction de champ, les arts de la scène et plus particulièrement le théâtre, une extension de champ, la francophonie au sens le plus large du terme, hein, en y incluant des créateurs nés en France, et puis un accent, à cause de la double problématique que je viens d'évoquer, sur le Nord-Sud. Parce que la ministre nous demandant de faire des propositions visant à améliorer l'accueil des créateurs francophones en France, il est clair que ce n'est pas les Québécois qui étaient visés. Robert Lepage n'a pas besoin de nous, du ministère de la Culture, pour être présent sur les scènes françaises, c'est clair, hein, pour parler sans langue de bois. C'est pas pour dire que le Canada-Québec ne joue pas un rôle central dans la francophonie, enfin, un rôle tout à fait essentiel, parce que c'est justement la présence du Canada et Québec dans l'ensemble francophone qui évite à la France d'être en tête-à-tête avec son ancien empire colonial. Donc c'est un rôle tout à fait stratégique. Mais ce n'était pas notre sujet direct. Paul, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, alors juste, bonjour à tous, juste évoquer que dans le plan d'action que nous avons proposé à la ministre, que vous retrouvez dans le rapport, on a rencontré, pour préparer ce plan d'action, plus de 75 créateurs, auteurs, directeurs de scène, et un certain nombre... Dont certains sont présents ici voilà. Aujourd'hui, on a plaisir à les saluer. Et certains même à cette tribune, un certain à cette tribune. Et nous avons constaté également un réel, à notre grande surprise, un réel déficit de communication entre les créateurs issus des mondes francophones, comme le rappelait Xavier, et le ministère de la direction de la création artistique, notamment. Et nous avons fait, dans ce cadre, non seulement cela nous a permis de mettre par écrit et de formaliser ce que nous proposons, ces 32 recommandations, mais cela nous a permis aussi de rencontrer des personnes. Et c'est cette rencontre de la personne qui est fondamentale et que d'ailleurs Marie-Agnès, les uns et les autres, vous avez rappelé au cours de cette première table ronde. Et on s'est rendu compte à quel point, et c'est aussi pour aller dans le sens de l'enquête qui avait été menée dans le cadre de la région Aquitaine, un grand nombre d'initiatives étaient portées par des personnes et rencontraient dans le fond une écoute distraite des autorités du ministère. Et je pense que là aussi, il y a un très grand chantier à mettre en œuvre de dialogue. Et je pense naturellement que Limoges, les francophonies en Limousin, constituent une opportunité pour mettre en œuvre ce dialogue. Et on ne peut que se réjouir de cette dimension territoriale de la francophonie que vous mettez en œuvre, Marie-Agnès et vous, Alain. Alors, très brièvement, quels ont été les principaux axes de notre plan d'action? Un axe qui a, avec des recommandations donc, qui sont émises,
qui s'est interrogé sur l'accompagnement à la formation et à la création. Un autre axe qui a posé la question du soutien de la production. Et nous savons, et vous savez, à quel point cette question de la production, de l'aide à la production déléguée sont des questions très, très problématiques aujourd'hui. Un troisième axe concernait la question de la diffusion, comment favoriser la diffusion, et enfin, quel affichage de politique le ministère pouvait mettre en œuvre, notamment à travers une série de nominations. Pourquoi ne pas encourager encore davantage à faire que les directeurs des scènes, les directeurs des festivals correspondent à la réalité de notre pays, dans toute sa diversité. Pourquoi ne pas imaginer aussi, à travers cette mise en réseau de partenaires que nous avions identifiés dans le rapport, parmi lesquels les francophonies en Limousin, la création d'un ensemble qu'on pourrait intitulé le théâtre monde de la langue française, pour reprendre une expression de Mohamed Kassimi, elle-même tirée, comme vous le savez, de l'expression de Michel Lebris et de ses amis autour de la littérature monde. Pourquoi ne pas imaginer aussi une série de labellisations autour de ces scènes qui rencontreraient peut-être pour certaines des aides spécifiques pour aider à la production. Voilà, je lance aussi concrètement un certain nombre de questions autour de points très, très, très précis qui vont dans le sens de ce qu'exprimait Xavier. Tout cela, évidemment, doit être pensé à l'aune de la rencontre, de la cohésion sociale autour des questions de diversité et aussi des questions de mémoire, des questions mémorielles qui doivent être naturellement évoquées sur les scènes, car les scènes, la création dans le domaine des arts de la scène, c'est bien un lieu en tout cas privilégié, un espace de rencontre pour faire émerger ces questions qui sont des questions par moments souvent même douloureuses qui traversent nos sociétés. Voilà. Alors il y a peut-être une question un peu brutale et naïve qu'il faut poser et qui est peut-être dans la tête de chacun. Après tout, pourquoi mener une politique en faveur des créateurs francophones? Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas faire de distinction parmi les créateurs francophones entre français et non français, parmi les créateurs étrangers entre francophones et non francophones, et il est évident qu'en dernière instance, c'est l'exigence artistique qui doit faire loi. Hein? Mais ça nous ramène au fond à la réflexion sur la francophonie et sur ce qu'est un créateur francophone. Notre conviction, mais encore une fois, on peut ne pas la partager, c'est que les artistes et les auteurs issus de ces espaces, de ces mondes, ils ont en général pour commun dénominateur la langue française, donc une langue en partage, comme on le dit souvent. Dès lors qu'ils ont fait du français leur patrie d'adoption, de naissance ou d'adoption, ont peut-être plus facilement que d'autres la possibilité d'entrer en relation avec le public français, puisqu'ils partagent le même code, et du coup peuvent lui proposer d'autres codes de lecture ou d'autres manières de voir le monde. Et c'est bien la diversité qui est visée. C'est bien la diversité. Et donc c'est bien l'apport à la scène française d'une altérité essentielle pour l'évolution des formes artistiques qu'il s'agit de favoriser. Et cet apport se légitime par une langue commune dans la diversité de ces expressions. Et ce qu'on a perçu dans les différents entretiens dont Paul parlait il y a un instant, en parlant avec des hommes de théâtre, des auteurs d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Caraïbes, etc., de l'océan Indien, c'est que ces théâtres racontent le monde avec une véhémence, avec une force de protestation, avec une force d'ébranlement dont le théâtre français a un impératif besoin pour se renouveler. Et il constitue une espèce de
de laboratoire privilégié pour nous aider à penser la mondialisation. C'est ça qui justifie fondamentalement la réflexion qui nous a été confiée et qui la légitime. Et parce que ces créateurs parlent à partir des mondes dont ils sont issus et de ces mondes eux-mêmes, ils ont la capacité aujourd'hui de toucher des publics français qui sont souvent d'ailleurs issus de ces mêmes territoires et de ces mêmes espaces et qui peuvent se reconnaître dans les histoires qu'ils racontent. Et donc ils peuvent aussi, même si ce n'est pas leur visée, contribuer à rapprocher du théâtre des publics qui en sont éloignés, parce qu'on se plaint du fait que le théâtre, j'allais dire le théâtre français, le théâtre en France, peine parfois à toucher un certain nombre de publics. Et donc, cette politique en faveur des créateurs francophones, elle peut aussi contribuer à élargir et à diversifier l'audience du théâtre en France, en permettant aussi à des segments de la population de se sentir mieux représentés par ces créateurs. Et il y a là donc une dimension politique, dans cette réflexion. À titre d'exemple, le travail, par exemple, réalisé par Nathalie Huerta à Vitry-sur-Seine, qui dirige le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, est un travail assez étonnant, assez remarquable, alors à condition d'y mettre les moyens, à condition d'accorder à ces publics toute leur attention. Très concrètement, cela signifie de multiplier par 3 les équipes d'accueil et de faire un travail sur le terrain auprès des milieux scolaires, des réseaux associatifs, pour faire venir ce public. Et on se rend compte que tous ces efforts sont payants. Je crois que ce que dit Xavier, ce que nous disons ensemble, ce sont des témoignages que nous avons recueillis, et ce sont des faits. Et en fait, en réalité, on a tous les moyens de mettre en œuvre une bonne politique. Ce qu'il faut, c'est se concerter et faire bien prendre conscience au service du ministère. Je crois que la ministre de la Culture en a plus que conscience, parce que c'est elle qui a commandé ce rapport, qu'il est urgent de travailler avec les directeurs de scène qui sont impliqués sur les questions de diversité. Peut-être un mot rapide sur au fond, ce que nous avons proposé et sur le contenu du rapport. Nos recommandations, quelles ont-elles été? Enfin, c'est celles que la ministre a annoncées pour partie la semaine dernière. On a cherché à identifier des lieux, des moments de visibilité particulière et des mécanismes de soutien. Alors, des lieux d'abord. Des lieux, c'est ce qu'on a appelé des pôles de référence, et je ne veux pas paraphraser la ministre, mais elle a annoncé l'organisation d'un paysage de la francophonie en France autour de 3 principaux pôles de référence: le Festival des Francophonies en Limousin, à Limoges, le Théâtre Ouvert à Paris et la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, plus particulièrement centrée sur les résidences. Et cette triangulation est intéressante. Enfin, on n'a pas creusé trop le sujet, mais on voit très bien comment il peut y avoir entre ces 3 pôles des circulations. La Chartreuse, des résidences, Théâtre Ouvert, une insistance sur les écritures contemporaines. Le festival, par définition, c'est une structure un peu à double face, puisqu'il y a à la fois un moment de visibilité privilégié qui est le festival proprement dit, mais aussi le travail qui est fait tout au long de l'année et qui est en train de se développer grâce à ton action, Alain, autour du pôle francophone. Donc des lieux et d'abord des pôles de référence. Ensuite, des moments de visibilité privilégiés. Là, on revient au Festival de Limoges, mais on a évoqué aussi peut-être l'organisation d'un festival en Île-de-France. Bon, si une telle initiative voyait le jour, il faudrait évidemment que ça ne fasse pas double emploi avec Limoges. Il faudrait trouver une thématique, un angle d'approche qui soit un peu différent. On pense aussi peut-être à quelque chose dans le domaine de la danse autour du 104. Bon, bref,
des moments de visibilité privilégiés. Et puis par ailleurs, des moments, des lieux, des mécanismes de soutien. Et ces mécanismes de soutien, on n'a pas eu à les chercher très loin. Il nous a suffi de nous appuyer sur deux institutions qui ont déjà pignon sur rue et qui, de longue date, mènent une politique dans ce domaine. L'Institut français pour l'international et l'ONDA pour la diffusion nationale. L'Institut français pour la diffusion internationale et la coopération et l'ONDA pour la diffusion en France. Et ces mécanismes de soutien, comme Paul le rappelait tout à l'heure, ils concernent la production, pardon, la formation et la création d'une part, la production d'autre part, et la diffusion enfin. Et c'est cet ensemble, ce dispositif d'ensemble, c'est ce dispositif d'ensemble que nous avons appelé par hypothèse un théâtre-monde de la langue française. Avec quand même une petite idée, c'est que, bon, un certain nombre de créateurs nous ont dit, mais ça c'est très bien, mais on pourrait aussi penser un jour à quelque chose comme un grand théâtre national de la francophonie. Après tout, il y a un théâtre de l'Europe à l'Odéon, il y a un théâtre de France qui est la Comédie Française par définition. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un théâtre national de la francophonie? Bon, national ou international, enfin national au sens d'une institution nationale consacrée à l'international. Bon, nous avons une conviction, Paul et moi, hein, mais voilà. Mais il y a peut-être un jour, il y aura peut-être un jour un geste régalien à faire. Mais pour l'instant, ce qui est proposé, c'est ça. C'est ce théâtre-monde de la francophonie organisé autour de plusieurs pôles, comportant des moments de visibilité et appuyé sur des mécanismes de soutien. C'est ça. Et n'oublions pas non plus de signaler qu'à l'horizon 2020 est annoncée la saison des cultures africaines et qu'il est donc absolument indispensable que ce dispositif soit mis en place, soit efficace pour pouvoir répondre à la demande de tous ces artistes et créateurs qui seront invités en France et qui seront aussi soutenus depuis leur pays d'origine, parce que, comme nous le recommandons dans le rapport, nous ne pouvons pas parler de saison des cultures africaines si nous ne travaillons pas en amont à une bonne coopération localement vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs, de professionnels en Afrique. Ça serait contre-productif et un contresens. Et n'oublions pas non plus, en 2022, la naissance de cette cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts. On voit bien que ces efforts sont conduits par une volonté politique forte qui aboutiront en tout cas à ces deux grands rendez-vous 2020-2022. Bon, merci pour cet exposé essentiel. Merci pour ce travail, dont d'ailleurs la ministre disait que non seulement ce travail est très profond, mais qu'en même temps il est très bien rédigé, disait-elle. C'est très important aussi qu'un rapport soit très bien rédigé. Troisième remarque, voilà enfin un rapport qui ne finira pas dans je ne sais quel tiroir et qui sera tout. Les fameux rapports à Libye. La preuve, nous sommes là, nous nous en emparons, et nous avons cette chance de pouvoir travailler sur sa matière même, puisqu'il est lisible par tous, hein, et nous avons les auteurs. Donc merci, parce que moi, depuis que je suis, on m'a fait l'honneur de m'élire président des francophonies, c'est-à-dire il y a 5 ans, j'attendais enfin, et ça a été dit très bien aussi dans l'enquête au début, j'attendais enfin une parole politique, au plus haut niveau. Et moi, quand je suis arrivé, je me souviens qu'au premier conseil d'administration, j'ai parlé mon projet, et mon projet, c'était un projet politique. J'ai dit géopolitique pour faire moins peur.
mais politique. Et c'est exactement nous sommes en totale correspondance avec ce souhait-là. Donc c'est très important. La déclaration du président de la République, dont on peut discuter d'ailleurs sur certains aspects, est absolument essentielle. Et dans ce qui est noté, je fais le lien avec l'enquête tout à l'heure, c'est dans ce renouveau autour de la francophonie, ce nouvel intérêt observé depuis à peu près 1 an, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien. Nous avons, et Marie-Agnès Sevestre, qui arrive au bout de son mandat, a manqué cruellement de soutien politique, d'intérêt de la et des puissances publiques réunies, et quand même, c'était dit aussi par le maire de Marennes, de l'État. Or, nous avons incontestablement, aujourd'hui, nous constatons concrètement que la parole a changé, et donc a changé de climat, réellement. Et ce qui est très important, c'est que votre rapport, et quel que soit, après on verra les approches qu'on a de la francophonie, c'est qu'il donne un nouvel horizon, tout simplement. Et qu'est-ce que la francophonie, si ce n'est un horizon supplémentaire donné à la langue française? Ça n'est rien d'autre. C'est une très belle définition, Alain, ça. C'est un horizon. Oui. Et d'un seul coup, on s'élève quelque peu, et on met de la distance entre ce qu'on est, ce qu'on pourrait être, ce qu'on va être, etc., etc. En d'autres termes, par exemple, au théâtre, Brecht parlait de distanciation. Et là, il y a quelque chose comme ça, comme du phénomène de distanciation, c'est-à-dire que l'acte de francophonie, si nous mettons à penser francophone, nous devenons intelligents. Pas très difficile, c'est une recette assez rapide, mais qui peut être efficace. Et donc, ce projet de francophonie, c'est un projet culturel, tout simplement, très simplement. Et tout ce qui est noté tout à l'heure, aussi, je relis à l'enquête, tout ce qui est noté comme réussite, mais aussi comme insuffisance, comme faiblesse, la fragmentation du paysage, terriblement nourri mais fragmenté, l'impossibilité, l'insuffisance, même au sein d'une même langue, etc., de véritablement communiquer, d'échanger et d'avoir ce bien commun. Ce bien commun, on ne l'a pas à l'intérieur du pays, on l'a pas. C'est notre quête, et tu le rappelais. Et du coup, c'est vrai que pour l'acquérir, ce bien commun, il faut faire ce pas de côté, ce grand pas de côté, et notamment les penseurs, les artistes du monde de la francophonie nous apportent cet autre regard et nous éclairent sur nous-mêmes. Bon. Et donc il y a là quelque chose d'absolument essentiel. Ça, c'était la partie, j'arrête après, je vous préviens, c'était la partie compliment. L'autre partie, non, l'autre partie, c'est, vous avez fait, comment dire, on parle de cette transversale. Formidable, parce que ça part de la Chartreuse, ça passe par Limoges, et ça arrive... voilà. Apparemment, ça ne passe pas par Paris. Si, avec Théâtre Ouvert. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Mais il y a dans votre démarche, où je vous en remercie, vous nous promouvez, vous parlez de Limoges constamment, et je sais que ça a tellement contribué, sans doute, pour nous, une nouvelle vie. Donc je vous remercierai jamais assez. Néanmoins, je vois, en lisant avec la subtilité linguistique que vous déployez, les efforts que vous faites pour ramener les choses vers la capitale. Et peut-on penser un moment que la capitale ou les capitales de la francophonie ne soient pas à Paris ? Peut-on imaginer, à cause des histoires, que la Nouvelle-Aquitaine soit cette région qui, après tout, par son histoire, mais toutes les histoires toutes les régions peuvent invoquer leur histoire, mais toutes les régions sont tout aussi légitimes à réclamer, non pas une tête de pont, quelque chose. Alors vous l'avez fait très habilement, les pôles de référence, mais quand même, il faut qu'il y ait un festival à Paris. Moi, je veux bien, il y en a déjà combien ? Et pourquoi, alors que les autres existent,
et qu'il faut peut-être en déployer d'autres sur le territoire. Mais en vous lisant, j'étais heureux que l'État se réimplique à ce point-là, et je me disais quand même, la décentralisation, c'est pas encore là. Voilà, c'est ce que... Alors, en vérité, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Alain. Mais Moi, pas du tout. Mais nous avons dû être honnêtes dans ce rapport. C'est-à-dire que nous avons dû prendre en compte l'ensemble des demandes des créateurs francophones. Or, pour un metteur en scène, pour un directeur de compagnie, pour un comédien issu des mondes francophones, le passage à Paris est un passage fondamental, qu'on le veuille ou non. Oui, mais ça, c'est la culture marchande. C'est la culture marchande. C'est une autre problématique, la question Voilà, de la culture marchande. Non, je ne peux que confirmer ce que vient de dire Paul. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis partisan d'une réelle politique de la langue française. C'est la politique que je me suis efforcé de mettre en œuvre dans d'autres temps. Et donc, je suis bien obligé de tenir compte de phénomènes de centralité. C'est cela même que Paul vient d'évoquer. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faille fermer les yeux sur d'autres... Sur une forme de polycentrisme. Hein, voilà, mais on ne peut pas ne pas tenir compte du rôle que Paris joue pour la reconnaissance internationale des artistes. Bon, voilà. Davantage pour la reconnaissance internationale que d'ailleurs évidemment que pour la reconnaissance nationale. Et s'il fallait entrer dans certains détails de ce rapport, non seulement on souhaite la mise en œuvre de pôles de référence dédiés à la francophonie, mais on propose aussi un appel à projet, un appel à candidature pour la création de pôles de production dédiés au spectacle vivant francophone en région, répartis sur le territoire. Voilà. L'image qui sous-tend ce rapport, c'est bien celle du réseau. Hein. C'est bien celle du réseau. C'est pas celle du centre rayonnant. Oui, c'est ça, une forme de réseau original, mais c'est ça. Non, c'est vrai, c'est le rhizome. Mais néanmoins, nous sommes là et je comprends bien qu'il faille aussi résoudre en partie une crise parisienne, née récemment autour de la francophonie. Donc, non, mais ça, il ne faut pas dissimuler effectivement mais voilà, c'est encore une fois, c'est remarquablement fait parce que vous déployez une stratégie de contournement, mais moi j'espérais, je me suis dit, d'encerclement, hein, mais pas du tout. On finit toujours par revenir, et en citant des établissements emblématiques et dont on sait parfaitement que ce sont eux qui vont être sollicités pour accueillir cette nouvelle manifestation. C'est tout. Voilà, pardon. Mais bravo pour l'exercice. C'est très fort. Il y a toutes sortes de... Oui, je me permets de poser une question qui est immédiatement en rapport avec ce que vous venez de dire à propos de Paris. Moi, je trouve très légitime pour les artistes de vouloir être vus à Paris. Ça ne me choque pas du tout. Et je dirais même qu'on aimerait qu'il y ait plus d'ouverture à Paris, que ce soit dans plusieurs salles ou dans un festival, c'est à discuter. Ce que j'entends dans cette séparation des rôles qui n'est pas dit vraiment, c'est que des lieux comme les nôtres, peut-être aussi la Chartreuse, seraient au fond consacrés à la découverte, à l'émergence, au laboratoire, au soutien aux jeunes artistes. Et puis alors, une fois qu'on est Robert Lepage ou qu'on est je ne sais quel autre créateur de renom, alors là, on peut être programmé dans un festival à Paris parce que le travail est fait, parce que la découverte... Robert Lepage, vous en parlez, sa première expérience en France, c'était à Limoges. S'il n'y avait pas eu Limoges, bien sûr. Et il n'y aurait pas eu Didier Fusillé après à Maubeuge, il n'y aurait pas eu... Enfin, bien sûr, les artistes sont toujours découverts par quelqu'un. Si ça n'avait pas été par Monique Blin, je pense que ça aurait été par quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais bien quand même être sûr qu'il n'y a pas dans ce rapport l'idée qu'au fond, la province fait le boulot et Paris, c'est la vitrine. Parce que je l'ai entendu à la DGCA, Paris, c'est la vitrine. Et ça, vraiment, c'est quelque chose contre... Mais ce n'est pas un rapport de la DGCA. Voilà. Ouais. C'est pas du tout notre approche. Hein. Ça n'a pas du tout été notre approche. Ouais.
Oui. D'accord. C'est comme ça que je l'entends. Alors, madame qui a demandé la parole, là-bas, Oui. qui a le micro. Oui, en fait, avant d'entrer dans le détail de Paris contre la province, moi qui suis de la Guadeloupe, ça a un peu tendance à me passer à côté. On s'est rencontrés, messieurs Nord et Sinetti, et j'étais hyper heureuse de vous avoir rencontrés parce qu'au moment où je vous ai rencontrés, vous aviez un point de vue sur la francophonie qui était complètement différent, je pense, assez différent de celui que je viens de subodorer. Peut-être que je me trompe. Donc j'utilise le terme subodorer. C'est-à-dire que vous avez parlé à l'époque du fait que être francophone, être français, c'était être francophone. D'accord? Et que donc, cette dichotomie qui dure depuis des années entre les artistes francophones, généralement sur le côté, et les artistes français, allait disparaître dans votre rapport. Or, ce que j'entends, c'est pas ça. J'entends qu'il y a des artistes français, et j'entends que même dans la population française, à l'intérieur de la population française, on décode des francophones. C'est-à-dire que le petit bonhomme qui naît, ou la petite bonne femme, ou entre les deux, parce que tout le monde n'est pas homme ou femme, qui naît dans la banlieue française, par exemple, ou en plein Paris, 19e, 18e, etc., de parents issus des immigrations, seraient, d'après Moïse Touré d'ailleurs, les premiers francophones. Et que donc, ils porteraient encore cette espèce de, malgré le fait qu'ils soient nés là, malgré le fait qu'ils aient grandi là, malgré le fait qu'ils soient allés à l'école là, etc., ils porteraient encore cette espèce de manteau qui fait d'eux des Français d'à côté. On a compris. Donc, on s'est mal compris. Je finis simplement ce que je veux dire, et puis après, je vous laisse parler tout autant que vous voulez. Non, c'est pour vous répondre. Oui, je vous écoute. C'est justement pour répondre à cet argument. Parce que je pense qu'il y a un malentendu. Effectivement, on a bien été obligé, puisque telle était la mission qui nous a été confiée par la ministre, de donner un certain sens au mot francophone. Voilà. Donc on a cherché à donner le sens le plus large possible. Mais tout notre effort consiste à nous inscrire dans la vision qui a été affirmée par le président de la République le 20 mars, et qui est de faire en sorte que la création artistique contribue à l'émergence d'une conscience linguistique francophone partagée. On en a fait la remarque tout à l'heure lors de la précédente table ronde, les Français ne se sentent pas francophones. Les francophones, c'est les autres. J'ai eu souvent l'occasion de le dire en manière de boutade, c'est comme l'enfer chez Sartre. C'est les autres. C'est les autres. Bon. Un Français n'est pas francophone. Je suis français, madame. Et je porte naturellement la langue française comme une espèce de grâce qui me serait descendue sur la tête. Bon. C'est contre cette vision-là, c'est exactement contre cette vision-là que tout notre rapport a été construit. C'est justement pour faire en sorte que soient mieux représentés les créateurs venus d'ailleurs et qui utilisent la langue française, pour persuader les Français. Alors, faisons un instant la distinction entre français et non français pour mieux l'écarter dans un second temps, pour que les Français se sentent enfin francophones. C'est pour promouvoir une conscience linguistique francophone partagée. Il y a quand même un léger glissement dans la suite, puisque dans la suite, vous dites, cette diversité ethnique et culturelle nous est importante pour apporter des réponses indirectes et plus efficaces aux problèmes de la France. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des personnes censées être différentes, porteuses d'une culture différente, et c'est précisément, et d'ailleurs vous avez dit, et je l'ai noté, ils n'ont pas à pâtir dans l'Hexagone. Oh mon Dieu, comme ils ont à pâtir dans l'Hexagone de cette différenciation qui est faite sur notre propre territoire. Et donc il y a
malheureusement, enfin, je dirais malheureusement, j'ai lu le rapport. Je viens de le lire dans ma chambre d'hôtel parce que je l'ai reçu dans le train. Comme je n'arrivais pas à me connecter dans le train, je l'ai lu dans ma chambre d'hôtel. Et donc, tout le rapport, qui est effectivement très bien écrit, très bien construit, machin, me donne le sentiment que vous, quand je vous ai rencontré, vous aviez une pulsion extraordinaire de transformation et que cette pulsion de transformation s'est convertie en chemin. Et c'est voilà, un petit peu. Je ne veux pas être désagréable avec vous parce que je vous aime beaucoup. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Non, Bon. Est-ce que quelqu'un... non, il y a d'autres questions. Attendez. Attends, il y a quelqu'un, Guy, il y a quelqu'un là, juste avant, tout de suite. Madame Limeuil. Oui, bon, une dame. Bonjour. Oui, c'était... Oui, mais vas-y, alors... Sinon, j'arrête d'être francophone. Attendez. Vous êtes francophone aussi. Pas de problème. Déjà, pour effacer l'idée de Paris, mais moi, je suis Rochelet maintenant. Je voulais vous poser la question, puisque je n'ai pas encore lu le rapport. Il me paraît trop long. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits, ou est-ce qu'il va y avoir des efforts vers les scènes nationales, les CDN, mais partout, parce que moi, c'est bon, on parlait de Paris, mais c'est ça aussi qui m'intéresse, parce que la France, c'est assez vaste comme pays. D'une part, d'organiser des rencontres entre programmateurs issus de l'Hexagone et professionnels du spectacle vivant, des arts de la scène en Afrique, aux Caraïbes, dans l'océan Indien, dans la francophonie, entre guillemets, du Sud, dans les pays francophones du Sud. Ceci afin d'engager un dialogue plus approfondi entre professionnels, programmateurs français et créateurs du Sud. Et parallèlement, effectivement, la mise en place d'un fonds de garantie d'avance sur recettes qui permettra donc aux scènes aux scènes labellisées, scènes nationales en France de prendre des risques. Entre guillemets, prendre le risque d'accueillir un spectacle venu d'ailleurs et qui n'est pas forcément évident pour eux. Donc c'est une mesure qui permettra d'inciter ces responsables pour accueillir davantage de productions francophones. Parce que c'est souvent ce qui fait peur à ces programmateurs ou à ces directeurs de scène. Ils se disent, est-ce que le spectacle que je vais accueillir va trouver son public? Et donc il faut les inciter à prendre le risque. Et la vérité, c'est qu'ils trouvent leur public. Le succès d'ailleurs du Festival de Limoges le montre tous les jours. En fait, Madame Limeuil. Ça rejoint en fait mon questionnement par rapport justement à ce pseudo-festival, enfin cette idée de festival sur Paris. Je rejoins l'étonnement d'Alain Van der Malière également, parce qu'en fait, y a-t-il une nécessité à recréer un festival, une plateforme, alors que justement elle existe déjà ici au festival, et que ensuite c'est peut-être justement à ce réseau de salles de diffusion dont on parle, les scènes nationales, les CDN, etc., ou les autres lieux, de s'emparer ensuite de cette création grâce au fonds que vous proposez de créer, et ensuite que cette création francophone puisse être diffusée dans un réseau national et international, sans avoir l'étiquette forcément francophone. Voilà, donc moi je rejoins tout à fait l'étonnement en fait de cette idée d'un second festival francophone sur Paris. Il n'y a pas forcément besoin de ce type de vitrine à Paris aujourd'hui, je ne pense pas. Dont acte, hein, c'était Oui. C'est d'ailleurs pas une proposition de notre part, c'était une proposition de théâtre ouvert. Hein. Oui, voilà. Et peut-être excusez-moi, juste pour compléter, le ministère de la Culture, dans le cadre de conventions d'objectifs avec les structures culturelles, maintenant a une petite phrase où il faut que les directeurs et directrices de structures aient une attention particulière à la création ultramarine et francophone. Voilà. Ça faisait l'objet d'une de nos recommandations.
Oui, il existe. Thierry? Alors moi, je reviendrai sur deux choses. La première, c'est sur l'histoire de la saison 2020, puisque j'avais la chance de voir la présentation à Avignon par la commissaire générale, qui disait bien que cette saison 2020 n'est pas c'est une saison de l'Afrique sur l'ensemble du continent en France, donc c'est-à-dire anglophone, lusophone et francophone. C'est vraiment la partie francophone, d'ailleurs, m'a-t-elle dit, ne serait qu'anecdotique dans cette rencontre. Enfin, c'est ce qu'elle a dit devant tout le monde à Avignon. Alors après, ce sera peut-être différent, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a dit. C'est une première chose. Puis après, la deuxième réflexion, c'est par rapport à cette idée de... Alors, parce qu'on entend souvent parler de scène nationale, de CDN, enfin, etc. Et moi, je me dis, le maillage culturel de la République, je reparle de la République, c'est-à-dire tous les territoires de la France, c'est un maillage où il y a énormément de petits lieux culturels, de théâtres municipaux, par exemple. Et quand je parle du législatif, c'est important parce que sinon, ça veut dire qu'il y aurait un ministère qui donnerait donc une idée d'une certaine programmation culturelle, entre guillemets, et puis les théâtres municipaux qui sont, on le voit, parce que moi j'habite dans une région où les changements politiques ont fait des fois des malheurs sur certaines scènes, voilà, aurait peut-être une autre gouvernance au niveau de la programmation. Et ça, c'est vraiment un danger sur lequel il ne faut pas aller. Parce que non, mais on est tout à fait conscient de ça, parce que dans la lettre de mission qui nous a été adressée par la ministre, il y a l'idée en toute lettre qu'il fallait viser plus particulièrement les scènes labellisées, les scènes nationales. Et on s'est très vite aperçu, Paul y a fait allusion il y a un instant en parlant de Vitry-sur-Seine, que souvent les initiatives les plus novatrices, les théâtres les plus ouverts sur la francophonie, n'étaient justement pas les CDN. Il faut parler aussi du remarquable travail de Frédéric Maragnani, par exemple, à Chelles. Formidable. Voilà. Formidable. Énormément d'initiatives remarquables. Oui. Dont la liste que nous avons dressée à la fin de notre rapport n'épuise en aucune manière la carte, qui est... voilà. Non, mais on voit bien où est quand même l'un des problèmes. Et je me permets, nous avons au fond de la salle Hassan Kassi-Kouyaté, qui est notre nouveau directeur et qui prendra ses fonctions le 1er janvier. On a cette chance d'avoir notre directrice actuelle, qu'on a entendue, et Hassan Kassi-Kouyaté. Et moi, je peux simplement dire que je connais son projet, bien sûr, puisqu'il a été retenu sur projet. C'est assez au cœur du débat que nous avons là. Et c'est la question posée par Guy Régis Junior. C'est comment, aussi, c'est la question du début, comment conquérir ce formidable réseau unique au monde, encore une fois, ces centres dramatiques, ces scènes nationales, et pouvoir circuler, pouvoir être vu, sans que, hélas, on soit obligé, mais ça c'est terrible, c'est un état des choses, qu'on soit obligé de mettre un tampon supplémentaire en disant attention, scène francophone. Bon, alors c'est long, tout ça. Mais c'est pour cette raison qu'on ne recommande pas, en tout cas, la diffusion d'un label spécifique. Bien sûr. Bon, voilà. Tu veux, Hassan, non, dire quelque chose, non, non, que je suis content d'être là. Et puis, non, mais l'essentiel a été dit, donc je ne vais pas revenir sur les... Mais c'était une façon... Voilà, évitons les ghettos, c'est tout. Voilà, mettons la création au centre de la discussion, du débat, et évitons les ghettos. Et je ne nie pas qu'on a besoin de parties, de centres de ressources ou de réflexion sur certains domaines, comme les centres chorégraphiques. On pourrait dire que Limoges est un centre de la francophonie aussi, ou des francophonies. Mais puis autant on a besoin de centres dramatiques, de centres chorégraphiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Limoges, avec le festival La Maison des Auteurs, le pôle francophone, le prix Solide La Boutancy, etc., peut être aussi un centre des francophonies. Et comme, oui, on a besoin de renforcer des endroits et puis donner des moyens de réflexion, de création, donner le temps du doute, le temps de l'hésitation, le temps de travail, et le temps de la production, le
le temps de la monstration, et après que ça soit à partir de là que ça parte par le reste de la France et du reste du monde, sans avoir besoin de ghetto encore pour dire attention, c'est la francophonie, prenez. Voilà, c'est des artistes. Merci. Des trois structures où se trouve la visibilité, dont Limoges, et on en est très content, des mécanismes de soutien par les deux gros organismes que sont l'ONDA et l'IF, l'Institut français. Je me pose vraiment la question de l'élitisme et puis de l'accessibilité. Alors ça a déjà été un petit peu dit, mais de l'accessibilité notamment sur les scènes rurales. On parle des scènes de l'Île-de-France, de la banlieue Île-de-France, mais il y a aussi des scènes rurales, ou pas, mais en tout cas de l'accessibilité à la création francophone de tous ces territoires ruraux qui ont besoin de voir autre chose. On sait tous les résultats des élections dans les zones rurales, et je pense que c'est hyper important de mettre l'accent là-dessus, de voir effectivement qu'il y a une création francophone qui peut être une création noire, qui peut être une création, quelle que soit la couleur, mais voilà. Donc moi je pense que c'est très très important à l'heure où on est et au regard des droits culturels de mettre l'accent là-dessus également. Une réponse, si tu veux. Oui, il y a plusieurs réponses. Je crois que vous avez entièrement raison. On n'a pas eu la possibilité de creuser cette dimension. On a bien conscience qu'il y a là un enjeu, et ce n'est pas la ministre qui nous dirait le contraire, hein, puisqu'elle ne cesse d'insister sur le nécessaire travail en direction des territoires ruraux, comme de quartiers qui sont enclavés, etc. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que lorsqu'on a proposé de confier à l'Office national de diffusion artistique à l'ONDA une mission nouvelle de diffusion de la création francophone sur le territoire français, c'est bien ça qu'on avait en tête, hein. C'est que l'ONDA puisse justement ne pas se limiter, comme on le disait tout à l'heure, aux grandes scènes, au CDN, mais persuade des théâtres municipaux, des théâtres d'accueillir en plus grand nombre des créateurs. D'ailleurs, ça sera un point. Merci effectivement de soulever cette question de la diffusion en milieu aussi rural. Ça sera un point qui méritera vraiment d'être appuyé lors des échanges avec l'ONDA. Merci de réinsister. C'est le projet du festival. Mais nos amis de La Rochelle, pardon. Oui, bonjour. Je n'ai pas encore lu votre rapport non plus, mais ma question porterait à savoir si vous avez aussi étudié les autres champs disciplinaires, parce qu'on parle ici beaucoup de théâtre, et quid de la création francophone dans les champs audiovisuels. Vous évoquez la danse, peut-être. J'ai dit qu'au départ, nous avions fait de propos délibérés une restriction de champ, et on l'assume, hein. Donc le titre du rapport est un peu trompeur, hein. Ce n'est pas l'ensemble des créateurs et des auteurs. Nous avons décidé de donner un coup de projecteur sur la création théâtrale. Voilà. On parle un peu de danse, mais c'est plutôt comme une référence, parce que les mécanismes de soutien sont plus développés peut-être dans ce domaine. Et il nous a semblé, à tort ou à raison, que la danse francophone, pour autant que cette appellation ait un sens, est mieux représentée en France que le théâtre. Voilà. Mais est-ce qu'il est prévu des études à venir sur les autres champs ? Donc, le circassien, la danse, les marionnettes, voilà, c'est trois champs notamment qui sont effectivement qui ne sont pas évoqués du tout dans ce rapport, hein. La danse, de point de vue plutôt de mécanisme, mais pas... Toujours La Rochelle. La question de l'écriture, une autre discipline a émis la nécessité de développer la création francophone, c'est l'écriture pour le cinéma. Et on a eu des ateliers très intéressants à La Rochelle, organisés dans le cadre du Festival de la fiction, sur la nécessité de développer la création francophone. Et là, il s'agit bien de la langue, il s'agit bien de l'écrit. Et je me dis que le champ est vraiment très limité si on s'en tient au théâtre. Il y aura peut-être à développer des actions dans ce domaine, vous avez tout à fait raison. Plus généralement, dans ce rapport, on préconise naturellement un meilleur dialogue, une meilleure coopération entre les différents pôles ou les différents lieux qui proposent
qu'il s'agisse de l'audiovisuel, de la chanson, des arts de la scène, du théâtre, une offre culturelle francophone. Peut-être que c'est un chantier, surtout dans cette région, qui pourrait être largement optimisé. Bon, y a-t-il on est rattrapé par le temps, encore une fois. Y a-t-il d'autres non? Alors, moi, pardon. Je dirais juste un petit mot. Ah, j'allais vous remercier. non, mais je voulais vraiment remercier nos deux auteurs qui, au fond, s'exposent. Et s'exposent à la critique, la preuve, mais au grand sens du terme, bien entendu, au débat, alors même que ce rapport vient d'être publié, qu'il est encore presque tout neuf, et voilà. Et merci pour à la fois cet énorme travail qui, encore une fois, nous rend tellement service, il faut bien le dire, mais aussi pour une forme de courage. Merci. Moi, je voudrais à mon tour te remercier pour ton accueil, cher Alain. Et puis, mais je sens que je vais me faire, que nous allons nous faire engueuler par Gertie Gamburi. Mais je voudrais dire à quel point les rencontres que nous avons faites avec des créateurs et des auteurs tout au long de cette mission nous ont marqué, et pour certaines d'entre elles, bouleversé. Moi, je revois mon entretien avec Hassan à la gare de Lyon, tu te rappelles, Paul, avec Gertie et quelques autres, puis ensuite on l'a revu rue de Valois. Guérigis, on n'en parle même pas. et quelques autres. On a un grand regret, Paul et moi, c'est que ces rencontres, il aurait fallu les filmer. Il aurait fallu en faire des... oui, mais ces rencontres lors de notre mission, souvent c'est tête à tête d'une intensité absolument bouleversante, souvent, avec des personnalités qui sont toutes porteuses d'histoires, de légendes, des trajectoires magnifiques. Moi, j'appelle ça des épopées. Mais oui, c'est vrai, des épopées. Et ce sont ces épopées dont nous voudrions beaucoup favoriser l'offre au public français. Mais vraiment, merci beaucoup. Et simplement, j'ai envie de terminer sur la citation qui est sur la couverture du rapport, que j'ai moi sur papier. Et c'est un tag, en fait. C'est sur un mur et c'est écrit « Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français ». Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour nous permettre de rester dans les horaires que nous avions prévus, donc on va enchaîner sur cette table ronde avec les artistes, justement pour que chacun d'entre nous puisse aussi bénéficier de discussions qu'ont eu Paul de Sinetti et Xavier Nott, dont ils viennent de nous parler, donc cette fois-ci avec les artistes francophones. Merci. Donc on enchaîne.